Bonjour à tous, merci encore une fois d'être là, si nombreux. Juste une petite annonce avant la conférence. La prochaine conférence est décalée d'un jour par rapport à la date affichée sur, en tout cas écrite, affichée, oui c'est ça, sur les annonces que vous avez eues sur la fiche générale. En fait, ce sera le 14 novembre, parce que Madame Devic, qui est chercheur au laboratoire, est en mission jusqu'au 13. Bien, nous accueillons aujourd'hui... je vais laisser la place à Clara. Je vous en prie. Donc nous accueillons aujourd'hui Marie-Odile Soyer, Marie-Odile Gobillard-Soyer. Je la remercie tout d'abord d'avoir accepté de remplacer au pied levé Barbara Domenex, qui devait être là aujourd'hui et qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu venir. Donc Marie-Odile a accepté de venir sur une thématique voisine. Et en fait, bon, Marie-Odile Soyer, vous la connaissez, beaucoup d'entre vous, vous l'avez croisée au laboratoire. Marie-Odile est donc actuellement directeur de recherche émérite au CNRS. Elle a... il y a plein de monde qu'on allait... Donc, en fait, elle a créé et dirigé au laboratoire le département de biologie cellulaire et moléculaire pendant de nombreuses années. Et donc, elle a eu, à ce titre, de nombreuses publications. Elle s'est particulièrement intéressée à l'ADN de certains organismes marins, ici, à leur cycle cellulaire. Et ça a été un travail très important dans ce laboratoire. Et depuis, Marie-Odile est aussi présidente de l'association des familles de patients Orage, qui se pose le problème du traitement des femmes pendant leur grossesse avec des hormones de synthèse et du lien qu'il peut y avoir éventuellement, qu'il semble y avoir, entre ces traitements et certains troubles psychiatriques. Donc, à ces différents titres, elle est elle nous parle de ces perturbateurs endocriniens, de ces hormones qui ont un effet effectivement sur l'organisme et quels sont ces effets qui peuvent être dangereux actuellement. Merci Marie-Odile. Chers amis, je voudrais tout d'abord remercier l'association des amis du laboratoire Arago ainsi que Anne-Marie Genevière qui m'a invitée et qui a organisé cette soirée. Les travaux que je vais vous présenter ont été accomplis depuis une dizaine d'années avec la collaboration du professeur Charles Sultan, professeur d'endocrinologie pédiatrique à l'Université de Montpellier, ainsi que le professeur Philippe Courtet, professeur de psychiatrie dans cette même université. Nous avons également collaboré avec les psychiatres biologistes moléculaires de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et c'est pour cela que j'ai voulu intituler cette conférence « Perturbateurs endocriniens, hormones de synthèse, tous exposés, tous concernés ». Il y a 50 ans, la majorité des décès étaient causés par des maladies infectieuses. Et dans son livre, paru déjà depuis plus de 5 ans, André Cicolella, un ami toxicogéniste, constate qu'aujourd'hui, 2 décès sur 3 dans le monde sont le fait de maladies chroniques, cardiovasculaires, respiratoires, cancers, etc. Et qu'en général, ces maladies progressent 4 à 5 fois plus vite que le changement démographique. Le nombre d'asthmatiques a été multiplié par 2 en 20 ans. Et en 40 ans, le taux de spermatozoïdes a chuté de moitié. Tandis que les malformations génitales augmentent
et que les tumeurs du testicule ont été multipliées par 4. 14% des couples ont des difficultés à concevoir. Les troubles neurocomportementaux, autisme, hyperactivité, troubles psychiatriques explosent également, tandis que des maladies nouvelles émergent. Fibromyalgie, hypersensibilité chimique. Dans un article récent du journal Le Monde, que vous avez certainement lu, il rapporte qu'entre juillet 91, date à laquelle, pour la première fois, on a défini ce qu'était un perturbateur endocrinien. Donc, depuis juillet 91, il a fallu arriver à décembre 2017 pour enfin réussir à définir ce qu'était un perturbateur endocrinien. En fait, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? C'est une substance chimique exogène ou un mélange de substances chimiques qui peut interférer avec n'importe quel aspect de l'action hormonale chez les animaux et chez l'homme en particulier. Le système endocrinien qui dirige le développement et la reproduction régule les fonctions du corps et du métabolisme et influence le comportement. En particulier, le développement du cerveau est sous le contrôle génétique de neurohormones durant la vie fœtale, et ceci dès les tout premiers stades du développement. Qu'est-ce qu'une hormone? Une hormone, qui vient du grec hormao, je stimule, est un messager chimique sécrété par une glande endocrine. En fonction de sa nature, elle va agir sur des récepteurs spécifiques de cellules cibles, provoquant une séquence d'événements biochimiques qui conduisent à une réponse spécifique. Ces hormones sont véhiculées par le sang et agissent à distance de l'endroit où elles sont produites. Elles agissent également sous le contrôle de chefs d'orchestre situés dans le cerveau, l'hypophyse et l'hypothalamus. Alors, au niveau du cerveau, voyez, les glandes endocrines de l'homme et de la femme, et nous nous intéresserons tout particulièrement aux hormones sécrétées, dites hormones sexuelles, sécrétées par les ovaires ou par les testicules. Donc, perturbateurs endocriniens, dans notre vie de tous les jours, il y en a partout. Comme vous pouvez le voir sur cet affreux tableau, il y en a dans, je ne vous les énumérerai pas, vous le savez tous, et les auteurs de ce cliché ont tout simplement oublié les médicaments. Alors, dans un classement qui a été réalisé en 2013 dans une revue de toxicologie, l'ARET, on voit que ces perturbateurs peuvent être classés en phytoestrogènes, par exemple le soja, les graines de lin, les pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, qui sont tous extrêmement toxiques parce qu'ils ont des pouvoirs soit estrogéniques, agissant sur les hormones féminines, ou anti-androgéniques. Les médicaments, tels que les hormones de synthèse, je citerai seulement
le diéthylstilbestrol dont je vais vous parler, l'éthinylestradiol, qui sont donc des estrogènes de synthèse prescrits sur ordonnance et contaminant évidemment l'environnement par les eaux qui sont ensuite bues et rejetées de nouveau. Il y a également les migrants de plastique, les polyphénols tels que le bisphénol A, dont notre ami André Cicolella, dont je parlais au début, je parlais de son livre, André Cicolella a réussi à faire interdire le bisphénol A au niveau des biberons, car ces biberons en plastique, les parents en plus les chauffaient et le produit était redistribué dans le lait que consommait l'enfant. Il y a également les phtalates et les retardateurs de flamme. À la fin des années 90, en France, c'était à Caen, un ingénieur agronome, M. René Alexandre, fit l'observation que ses 3 enfants souffraient de pathologies psychiques et somatiques. L'aîné, cryptorchidie bilatérale, c'est-à-dire testicules non descendus à la naissance, micropénis, infertilité, car il n'avait pas de spermatozoïdes, et caractère proche de la schizophrénie. La seconde souffrait d'anxiété, troubles du comportement alimentaire, boulimie, anorexie, couplé avec un tout petit utérus et de très petits ovaires. Et le troisième souffrait de schizophrénie, de dépression sévère, associée à des tentatives de suicide. Il observe également que sa femme, dans les 3 cas, avait été traitée au plan médical par un cocktail d'hormones synthétiques. En effet, elle avait fait, peu de temps avant sa première grossesse, une fausse couche. Donc, c'était la mode à l'époque. Vous faites une fausse couche, vous n'avez pas assez d'hormones, donc on vous en donne pour compenser. Donc, pour les 3 grossesses, elle a, en plus, le médecin a varié le menu. Pour la première, distilbène plus éthinylestradiol plus progestérone synthétique retard. C'est le cocktail que j'ai eu personnellement pour mes 2 enfants, pour mes 2 grossesses. Pour la seconde, on simplifie. Un comprimé d'éthinylestradiol jour et une injection hebdomadaire de progestérone retard. Quant au troisième, le même traitement lui est administré et on remplace ensuite la progestérone retard par des comprimés pris tous les jours. Monsieur Alexandre fait des recherches bibliographiques, c'était un chercheur, et il trouve des toutes petites cohortes dans le monde qui présentaient quelques troubles dépressifs, mais au-delà, il ne trouve rien. Mais il en vient à la conclusion que non seulement un de ces produits, le diéthylstilbestrol, déjà connu pour certains méfaits, avait continué à être administré en France jusqu'en 1977, car le produit n'était pas du tout coûteux à fabriquer et il n'avait même pas été breveté. Donc il fut distribué de par le monde et fabriqué par des centaines de laboratoires. Il en va de même pour le 17-alpha-éthinylestradiol, un autre estrogène de synthèse, qui a été interdit
aux femmes enceintes seulement en 1980, mais qui reste quand même l'estrogène le plus vendu au monde, puisqu'il est l'un des composants de la pilule contraceptive. Donc, fin 98, je trouve dans la presse un appel aux familles lancé par M. Alexandre. Et cet appel aux familles disait si vous avez été traité par telle ou telle hormone de synthèse, si vos enfants sont atteints de troubles psychiatriques ou somatiques, contactez-nous. Je les contacte et il a été extrêmement ému par mon témoignage, puisque fin 98, je venais juste de perdre mon fils. Donc ce monsieur Alexandre voulut exposer ses observations et les résultats de ses recherches lors d'une réunion d'associations de familles de patients qui recueillaient des observations, mais seulement sur les malformations génitales des filles. Il a été conspué. On l'a obligé à sortir de la salle. Il fut rejeté, démenti par les médecins qui étaient présents, principalement des gynécologues et des psychiatres, ainsi que par les membres de cette association. Découragé, il mourut peu après. Ses 3 enfants, gravement atteints, sont toujours vivants. Mais afin de poursuivre son travail et de regrouper les familles concernées, et malgré le tabou qui entourait les maladies psychiatriques, telles que les psychoses schizophréniques, psychoses bipolaires, nous avons rassemblé plusieurs mères concernées et créé en 2002 l'association de patients Orage, halte aux hormones artificielles pour les grossesses. Nous avions à l'époque regroupé 28 familles. À ce jour, et bien que nous soyons très peu connus, nous avons plus de 1300 dossiers, dont 1780 grossesses exposées sur ordonnance. Donc notre association recueille les témoignages et aide les familles lourdement touchées par les troubles psychiatriques des enfants exposés in utero, mais qui peuvent être également porteurs de troubles somatiques, c'est-à-dire de malformations génitales, de stérilité ou de cancer. Cette association, donc, que j'ai l'honneur de présider, travaille en relation avec 2 groupes de recherche, endocrinologie et psychiatrie du CHU de Montpellier et psychiatrie moléculaire à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, professeur Krebs et Kébir. Le diéthylstilbestrol, il fut synthétisé en 1938 en Angleterre, et Dodds en était si content qu'il publia cette synthèse dans le grand journal Nature. En 1938, l'éthénylestradiol voyait également le jour. Donc, le diéthylstilbestrol fait son apparition en France en 1940, bien que dès 1938 et 1939, des études sur l'animal aient montré ses effets carcinogènes et toxiques. À partir de 1949, 2 Américains,
un couple, les Smiths, préconise le DES pour les femmes susceptibles de faire une fausse couche, celle-ci provoquant, selon eux, une chute du taux hormonal. Et des centaines de laboratoires le fabriquent dans le monde. Or, dès 1953, Dickman montre que le DES n'est pas plus efficace qu'un placebo pour prévenir les avortements spontanés. On sait maintenant que la chute du taux hormonal mesurée après une fausse couche antérieure n'est pas la cause d'un avortement spontané, mais sa conséquence. Hélas, la communauté scientifique reste sourde à ces travaux. Aux USA, il n'est supprimé aux femmes enceintes qu'en 1971, quand Herbst découvre chez les filles DES un cancer spécifique, l'adénocarcinome à cellules claires du vagin. Malgré cela, il est toujours administré en France jusqu'en 1977, 81 en Italie et 83 en Hongrie. Il est toujours commercialisé comme anti-androgène dans certains traitements de cancer de la prostate. Et je me souviens très bien qu'un de nos collègues, André Picard, qui était à l'époque atteint d'un cancer de la prostate, me disait, tu vois, toi, tu travailles à faire connaître ce que c'est que le DES. Et bien moi, j'en prends pour soigner mon cancer de la prostate. Mais malheureusement, ça ne lui a pas réussi à ce pauvre André. Donc, voilà des publicités de l'époque, un progrès indiscutable de la thérapeutique des carences ovariennes. En 1940, le Distilbène soignait tout et n'importe quoi, les aménorrhées, les troubles de la ménopause, de la castration, les dysménorrhées, la stérilité, les affections non génitales. Non, le Distilbène, bien qu'interdit en 1977, ce n'est pas de l'histoire ancienne. Ce perturbateur endocrinien poursuit ses dégâts sur plusieurs générations et ses effets transgénérationnels ont été démontrés aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Non, l'éthénylestradiol, autre estrogène de synthèse, mimant l'hormone naturelle, n'est pas un médicament anodin. Comme le DES, il fut synthétisé en 1938, prescrit en cocktail avec lui ou en remplacement quand on a interdit le DES, puis interdit pour les femmes enceintes seulement en 1980. Mais c'est tout de même l'estrogène de synthèse le plus vendu au monde, car il entre dans la composition de la pilule contraceptive et de l'hormonothérapie substitutive. Quant à la progestérone synthétique, très souvent utilisée en injection retard, nous venons de démontrer sa toxicité dans une publication récente. Elle est également associée à l'éthénylestradiol dans la pilule contraceptive et vient de démontrer sa toxicité dans les cancers du sein lorsqu'elle est utilisée seule ou couplée à un stérilet. Il y a eu environ 3000 plaintes en 2017
de sécurité sanitaire des médicaments. Donc, pourquoi les hormones de synthèse sont-elles toxiques alors que les naturelles ne le sont pas? Alors, le diéthylstilbestrol, le premier, le DES, dont je vous ai parlé en premier, c'est un diphénol. Il a des propriétés estrogéniques, c'est-à-dire féminisantes, très puissantes. Il est très lipophile. Sa métabolisation est une dégradation très néfaste qui libère des structures qu'on appelle des quinones, qui sont hautement cancérigènes et qui sont fortement réactives au niveau de protéines et peuvent également se lier à l'ADN. Quant à l'éthénylestradiol, l'alpha, celui qui est en bas, il est synthétique et toxique. Il est lipophile, lui aussi. Et alors que le 17-bêta-estradiol, qui est l'hormone naturelle, arrive à se fixer, mais peu de temps, sur les lipides, et grâce à des enzymes de détoxification qui sont dans le foie, du type cytochrome P450, il sera éliminé dans les urines. Par contre, le produit synthétique est toxique car il inhibe l'action du cytochrome 450 et il reste donc fixé sur les lipides de la jeune femme et sera relargué au fur et à mesure au cours du temps. Donc, avec l'association créée récemment, Orage, créée en 2002, nous avons immédiatement mis au point un questionnaire que nous avons préparé avec des chercheurs et des médecins. Ce questionnaire est toujours d'actualité et il nous permet d'avoir une base de données qui est unique en France. Grâce à elle, la cohorte de Orage est inscrite au portail épidémiologique des bases de données sur la santé de l'INSERM, l'Institut national de la recherche médicale, et l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. Donc, notre cohorte est composée d'environ 2000 enfants. Et comme vous pouvez le voir sur ce schéma, vous avez plusieurs catégories d'enfants dans une même famille. Certaines familles ont des aînés qui n'ont pas été exposés du tout aux hormones de synthèse. D'autres qui ont été exposés suite à des fausses couches. Et enfin, des enfants qui sont nés après cette première exposition, qui ne sont pas exposés eux-mêmes. Dans un travail récent, publié dans Gynecological Endocrinology, nous avons soigneusement analysé les données provenant de 529 familles qui avaient répondu à notre questionnaire. Et nous avons pu, voilà, la publication avec le professeur Courtet et le professeur Sultan. Donc, sur 1180 enfants issus de ces 529 familles, nous avons pu isoler un premier groupe de 180 dits pré-DES qui n'avaient absolument pas été exposés et qui servent de contrôle aux autres. Un second groupe d'enfants exposés
et un troisième groupe né après une exposition antérieure de l'enfant né auparavant. Sur cette cohorte, nous obtenons un taux de suicide très important et surtout des lots de tentatives de suicide. On en a répertorié 600, presque 650, mais en fait, il y en avait beaucoup plus. Parmi les enfants issus des groupes 2, c'est-à-dire des groupes qui ont été traités avec l'hormone, avec le diéthylstilbestrol, on constate en particulier des troubles du comportement, violence, agressivité, troubles obsessionnels compulsifs, des troubles du comportement alimentaire, en majorité des dépressions, bipolarité et anxiété, ça représente 26%, des schizophrénies, représentant 17%. Et donc, sur ce total, 33 suicides aboutis. Donc, on a pu comparer avec la population générale et on voit que troubles du comportement, 15%, population générale, 3%, schizophrénie, 22-23%, population générale, 1%. Donc, tentative, suicides aboutis, 0,02% en population générale, 4% dans nos cohortes. Donc, nous montrons dans ce travail que l'exposition au diéthylstilbestrol, au DES, et ou à l'éthinylestradiol est associée sans équivoque à des troubles psychiatriques lourds apparus lors de l'adolescence ou de la post-adolescence. Ces troubles peuvent être accompagnés ou non de troubles somatiques, malformations génitales ou de cancer. Les enfants premiers-nés, vierges de tout traitement, ne montrent aucun trouble. Donc, avec notre cohorte dans la poche, nous sommes allés rencontrer un professeur de psychiatrie moléculaire à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, le professeur Marie-Odile Krebs. Et nous lui avons exposé notre hypothèse, comme quoi il y avait probablement un lien entre cette prise d'hormones et le fait que les enfants soient atteints de troubles psychiatriques. Alors, nous avons conçu en 2007 un projet de recherche, PICRI, Partenariat Institutions Citoyens pour la recherche et l'innovation, soutenu financièrement par la région Île-de-France, à hauteur tout de même de 150 000 €. Et quand il n'y a plus d'argent, il a été complété ensuite par un financement de l'Agence nationale de la recherche. Ce projet était intitulé « Influence des traitements hormonaux sur le développement du cerveau lors de la grossesse. Étude des changements phénotypiques, comportementaux et biologiques dans des familles informatives. » Donc a été développée l'hypothèse que le distilbène ou l'éthinylestradiol, administré pendant les grossesses, pouvait être un facteur de risque environnemental, toxique pour le développement du cerveau et l'apparition de troubles psychiatriques chez les enfants exposés. On sait que le cerveau est un organe très vulnérable.
Son développement couvre une période très longue qui s'étend de la 3e semaine de grossesse pour se terminer seulement vers l'âge de 20 ans. Au cours de ce neurodéveloppement, il y a des moments où sa vulnérabilité est encore plus grande qu'à d'autres. Ces périodes sont appelées fenêtres de tir, au cours desquelles l'environnement peut avoir un impact particulier sur le processus de développement. Donc, on voit les barres blanches que vous avez. On voit en particulier que le système nerveux central, c'est celui qui a le plus long développement, qui commence très tôt et qui se termine seulement vers l'âge de 20 ans. Voyez aussi les autres parties du corps, en particulier le cœur, on a le squelette également, les poumons, le système immunitaire, le système reproductif. Donc, nous voilà avec l'équipe Krebs et notre cohorte de Orage. Et pour documenter l'exposition in utero à ces estrogènes synthétiques, Krebs, avec un de ses aides, le docteur Kébir, ont été en mesure d'analyser à partir de nos données un petit nombre de dossiers familiaux issus d'une cohorte d'environ 470 sujets exposés. Et ils ont montré qu'il y avait 46% de troubles de l'humeur, 22% de troubles psychotiques, 11% de troubles du comportement alimentaire et 12% de violence ou troubles du comportement obsessionnel. La première étape de ce travail a été de s'intéresser à une nouvelle discipline scientifique qu'est l'épigénétique. Comme son nom l'indique, les chercheurs qui pratiquent cette science cherchent à comprendre comment l'environnement, littéralement ce qui est autour, peut modifier le fonctionnement, c'est-à-dire l'expression d'un gène, de sorte qu'apparaissent par la suite des phénotypes de maladies et des troubles du comportement. Aujourd'hui, grâce à cette cohorte de Orage, on a découvert l'une des pistes par lesquelles le génome interagit sur l'environnement par le biais d'une modification biochimique de l'ADN de tel ou tel gène par ajout d'un groupement chimique méthyle CH3. Donc, lorsque une cellule se divise, les chromosomes entrent en mitose, sont compactés et donc se reproduisent. Mais à l'interphase, lorsque la cellule n'est pas en division, le chromosome se débobine. On constate qu'il est formé de ce qu'on appelle vulgairement des colliers de perles, c'est-à-dire un assemblage d'ADN et de protéines histones autour desquelles cet ADN est enroulé. Et pour transcrire, il faut que tout se déroule. Et tout se déroule. Mais lorsqu'il y a un trouble biochimique, chimique, la structure de l'ADN ne va pas être elle-même modifiée, mais ça va être son expression qui va être modifiée et la fabrication des protéines correspondantes qui vont aboutir à la fonction et à la fabrication d'un organe. Plus un gène est hyperméthylé, c'est-à-dire
méthyl-CH3 attaché au substrat de l'ADN. Plus un gène est hyperméthylé, moins bien le gène fonctionne. Donc, les Krebs et Guébir ont cherché à identifier des zones de méthylation sur des gènes particuliers impliqués dans le neurodéveloppement et pouvant conduire à une vulnérabilité psychiatrique. D'individus nés de mères exposées au distilbène. Ils ont choisi 69 frères et sœurs, issus de 30 familles, inclus dans l'étude. Dans chaque famille, au moins un frère ou une sœur ont été exposés in utero au distilbène. Donc, ils ont effectué une étude à l'échelle de ce qu'on appelle le méthylome, avec des billes, et c'est une technique assez délicate. Et ils ont utilisé pour ce faire du sang périphérique, c'est-à-dire du sang prélevé au niveau des bras. Après une évaluation neuropsychiatrique des patients et des contrôles, les contrôles étant les frères et sœurs non exposés, ils ont analysé sur des prélèvements sanguins les modifications de méthylation de 485 000 cytosines, une des bases de l'ADN, par génome d'individus exposés, 37, versus ceux qui ne l'étaient pas, mais on a fait exactement la même analyse dans ces contrôles intrafamiliaux. Parmi les individus exposés, 7 psychoses lourdes, 4 schizophrénies et 3 troubles schizoaffectifs. Les 30 autres, bipolarité, dépression profonde, troubles anxieux, ont été dénombrés. Dans cette étude, évidemment, le problème a été le nombre relativement restreint de patients psychotiques exposés. Parce que très nombreux furent ceux dont les familles s'étaient présentées à l'hôpital Sainte-Anne, les frères et sœurs, mais eux refusèrent d'y venir. Forcément. Donc on avait au départ plus de 70 familles, et à la fin, on n'en avait plus que 37. Donc, quand même, au bout de 10 ans, parce que ça a été un travail de Romain, d'analyser 485 000 cytosines, il a fallu faire appel à une équipe canadienne avec des calculateurs beaucoup plus puissants que ceux qu'ils avaient. Et donc, en avril 2017, l'hôpital Sainte-Anne, le centre hospitalier Sainte-Anne, donc le professeur Krebs, met en évidence que des patients souffrant de troubles psychotiques et exposés in utero au distilbène présentaient des altérations épigénétiques spécifiques. Ces altérations correspondent à des régions génomiques comprenant en particulier le gène ZFP57 qui est impliqué dans le neurodéveloppement. Grâce à ce nouveau travail, les chercheurs posent la question plus générale de l'influence de l'exposition in utero aux perturbateurs endocriniens, dont fait partie le distilbène, sur le neurodéveloppement et l'émergence de maladies psychiatriques. Donc voici l'article qui a été publié dans PLOS ONE. Donc, comme résultat, des régions hyperméthylées différentielles
ont été localisés au niveau de 2 gènes. Donc la protéine dont je viens de parler, ZFP57, est au niveau du promoteur d'un gène, ADAMT59. Donc une méthylation plus importante du gène ZFP a été observée dans le groupe d'enfants psychotiques. Ce gène, localisé sur le chromosome 6, est exprimé très tôt dans le développement. Il s'agit d'un régulateur de transcription au niveau d'autres gènes qui affectent en particulier le neurodéveloppement. Quant à l'autre gène, c'est très intéressant parce qu'il est impliqué dans le contrôle de la forme des organes et en particulier dans le développement et la fonction de l'utérus et des organes reproducteurs, souvent anormaux. On parle de malformation génitale après l'exposition in utero au DES. Et ainsi que dans plusieurs types de cancers. Alors, pourquoi est-ce que ces produits, ces hormones de synthèse, sont plus toxiques encore, puisqu'elles s'étalent sur plusieurs générations? Pourquoi un effet transgénérationnel, alors qu'on pensait le distilbène, c'est de l'histoire ancienne? Et je voudrais citer un chercheur indien établi en Finlande qui nous dit qu'un système endocrinien sain est nécessaire pour avoir un développement normal et une reproduction normale. Il y a quelques années, nous pensions que notre vie commençait avec l'ADN que nous avions reçu de nos parents. Mais des études ont montré que nous recevons beaucoup plus que l'ADN de nos parents. La famine, le stress, la peur, la consommation de drogue, les médicaments, tous peuvent laisser des marques chimiques sur le matériel génétique de nos parents. L'exposition environnementale aux perturbateurs endocriniens au début du développement lors de la grossesse peut modifier les épigénomes et induire de manière transgénérationnelle l'asthme, l'autisme, le cancer, les dysfonctionnements du système cardiovasculaire, l'obésité, la schizophrénie, etc. Il y a maintenant des preuves montrant que les perturbateurs endocriniens peuvent induire des altérations épigénétiques sur les gènes, des altérations qui seront transférées aux générations suivantes. Donc, ce dessin vous montre tout simplement que 3 générations sont impactées. Il y a la femme enceinte et le père, première génération. L'enfant, le bébé, qui est porté par la maman. Et dans ce bébé lui-même, il y a déjà des cellules germinales de 3e génération qui sont déjà affectées par l'exposition aux perturbateurs endocriniens environnementaux. Chez la souris, par exemple, on a pu observer la transmission épigénétique d'un cancer provoqué expérimentalement par le distilbène. Donc, chez la souris gestante, on a pu observer jusqu'à 8 générations, ce qui est quand même considérable. Donc, une autre démonstration de l'effet transgénérationnel du distilbène
a été réalisé sur notre cohorte de Orage également, et en collaboration avec le groupe du professeur Sultan. Il s'agissait d'analyser ce qu'on appelle des hypospadias. C'est une malformation de la verge qui est souvent déterminée par cette prise hormonale. Donc, on a publié un article en 2011 et on a pu travailler sur 1200 mères qui ont donné naissance à 1180 enfants, dont 1000 étaient exposés au distilbène. On a pu montrer que dans la seconde génération des enfants, il y avait 3,6% d'hypospadias de cette malformation. Mais lorsque les filles distilbène ont procréé, elles ont eu elles-mêmes 97 petits-fils de troisième génération. Eh bien, il y avait 8,2% d'hypospadias chez ces petits-fils. Il y avait presque 3 fois plus d'hypospadias chez les petits-fils que chez les fils. Donc, nous nous sommes également intéressés à l'effet des progestatifs de synthèse qu'on appelle les progestines, c'est-à-dire une progestérone synthétique. À ce jour, il n'y avait pas encore de recherche publiée concernant ces effets sur les enfants exposés in utero. La progestérone naturelle permet d'aménager l'endomètre, c'est-à-dire la partie intérieure de l'utérus, pour l'implantation de l'œuf fécondé et agit sur la survenue des règles à la fin de chaque cycle menstruel. Cette hormone joue également un rôle important pendant la grossesse. Donc, nous avons réalisé ce travail avec l'équipe de Sultan et nos observations ont été recueillies, c'est paru tout récemment, début 2019. Nos observations ont été recueillies auprès de la cohorte de Orage de presque 2000 enfants en utilisant toujours le même questionnaire très détaillé et très complet. Comme nous l'avons montré, la plupart des familles de notre cohorte avaient des enfants exposés à des estrogènes ou à des estroprogestatifs. Mais 46 familles, soit 115 enfants, avaient au moins un enfant exposé à un ou plusieurs progestatifs prescrits seuls. Donc nous voulions absolument ces enfants qui n'avaient eu, lors de la grossesse de leur mère, que de la progestérone seule. Donc nous avons travaillé sur ces 1934 enfants et nous avons recueilli les données concernant ces 46 familles. Sur ces 46 familles, nous avons, comme toujours, des premiers-nés non exposés, des enfants qui ont été exposés et des enfants qui sont nés après sans exposition aux médicaments. Donc, nous voyons que les troubles principaux sont les schizophrénies, les bipolarités également, les troubles du comportement aussi. On a comparé les troubles chez les garçons et les filles entre ceux qui avaient été traités avec la progestérone seule ou ceux qui avaient été traités
avec le distilbène. Et on constate que chez les filles, c'est la bipolarité, c'est la colonne, la seconde colonne, c'est la bipolarité qui est la plus abondante, alors qu'il y a tout de même des schizophrénies, mais en moindre nombre. Chez les garçons, ce sont les schizophrénies qui arrivent en tête, alors que les bipolarités existent également, mais sont moins abondantes. On a également recherché et comparé les troubles dits somatiques qui existent chez les garçons et les filles. Et on voit que dans les cas, il y a autant d'hypospadias chez ceux qui étaient traités au distilbène que ceux qui étaient traités avec des progestines. Chez les filles, on voit également des problèmes au niveau de l'utérus, de la stérilité hormonale et des difficultés à concevoir. Nous avons été invités par Academic Press à écrire un chapitre sur l'effet des progestines dans un livre qui va être intitulé « Les facteurs affectant le neurodéveloppement ». Donc c'est un gros chapitre qui vient d'être rédigé. Et à cette occasion, j'ai fait beaucoup de bibliographie, bien sûr, et je suis rentrée en contact avec un groupe de chercheurs chinois. Et ces chercheurs chinois avaient travaillé en particulier sur l'autisme et ce qui pouvait déclencher l'autisme. Donc, d'abord, ils ont travaillé sur l'animal, bien sûr, sur le rat, et ils sont localisés en Chine, dans la ville de Wuhan, qui ne fait que 9 millions et quelques d'habitants. Et je suis rentrée en contact avec le patron qui a gouverné, qui a dirigé toutes ces recherches. Donc la population, c'était des rats gestantes, et on les a exposés, ces rats, au lévonorgestrel, qui est donc une progestine synthétique, avec ou sans éthénylestradiol, pendant 21 jours de grossesse. Et lorsqu'ils ont recueilli les ratons, vers 10 semaines, ils ont pu constater qu'ils avaient un comportement de type autisme-like. Chez les rats, c'est très bien catalogué. Il y a les troubles dits de type schizophrénique, dépressif, et il y a les troubles autistiques. Donc, on voit, ils ont ensuite disséqué le cerveau de ces rats, et avec des sondes moléculaires, ils ont pu montrer qu'il n'y avait pas d'effet dans l'hippocampe ou l'hypothalamus, mais par contre qu'il y avait une hyperméthylation du promoteur d'un gène, un récepteur nucléaire aux estrogènes, dans une zone du cerveau qu'on appelle l'amygdale. Alors, ils ont continué ce travail, mais chez l'humain. Et là, ce travail a été extraordinaire. C'est une étude épidémiologique qui a été réalisée dans l'île de Hainan. 8,7 millions d'habitants, cette petite île. La population analysée, presque 38 000 enfants entre 0 et 6 ans. Ils découvrent 235 enfants qui étaient autistes. Et ils recherchent les antécédents, bien sûr. Alors, il y avait exposition in utero avec de la progestérone synthétique prescrite pour éviter les fausses couches, conception et début de grossesse
sous pilule contraceptive avec progestine. Et surtout, souvenez-vous, on est dans une île, mère ayant consommé des seafoods, c'est-à-dire des nourritures marines, élevées et contaminées avec des progestines. En effet, dans cet article, c'est particulièrement bien détaillé. On voit que ces seafoods sont élevés dans des fermes, soit des poissons, des crustacés, des céphalopodes, et pour les empêcher de pondre, et pour qu'ils prennent plus de poids, on leur donne l'équivalent de la pilule contraceptive, c'est-à-dire un mélange de progestérone et d'estradiol. Donc 100% de ces mères, de ces 235 enfants, ont mangé des nourritures, des seafoods contaminés avec du progestine. Et comme contrôle animal, eh bien, ils ont nourri des mères rates avec les mêmes seafoods contaminés et ont obtenu des comportements autisme-like chez les ratons. Donc, je suis rentrée en contact avec le patron il y a 2 mois, Paul Yao, et il a bien voulu co-signer avec nous un article avec le professeur Sultan, son épouse Laura Gaspari et moi-même, et Paul Yao. Et Paul Yao était enthousiaste parce qu'il a dit « Moi, j'ai travaillé sur l'autisme, vous travaillez sur des troubles psychiatriques qui sont différents. Et nous sommes heureux d'être associés à vous. » Alors, il y a encore un autre point, c'est qu'il y a une cohorte danoise qui a été étudiée au Royaume-Uni, parce que le chercheur était anglais. Il a pensé à analyser de manière physico-chimique le fluide amniotique conservé chez des mères d'une cohorte qui avait 128 enfants mâles qui étaient autistes. Ils ont pu faire l'analyse en chromatographie couplée à spectrométrie de masse, et ce professeur, Baron Cohen, et ses collaborateurs ont pu mesurer les concentrations en hormones sexuelles stéroïdes, montrant une concentration très élevée dans les cas d'autisme. Plus tard, début 2019, les mêmes auteurs ont repris l'analyse des mêmes fluides, mêmes cohortes, même méthode, et ils ont mesuré les taux en estrogène. Ils ont montré que le taux en estrogène dans les fluides d'enfants ayant développé un autisme était particulièrement élevé. Cette étude montre qu'un excès prénatal d'estrogène contribue au développement autistique plus encore que d'autres hormones stéroïdes telles que les progestines. En résumé, en France, nous avons pu montrer que la progestérone synthétique induisait des troubles psychiatriques au même titre que les estrogènes de synthèse chez les enfants exposés in utero. L'équipe, dirigée par le professeur Krebs, a montré qu'une modification épigénétique délétère, une hyperméthylation, intervenait au niveau de gènes codant pour 2 protéines impliquées dans le neurodéveloppement et induisant des psychoses à la post-adolescence. En Chine, l'équipe dirigée par le professeur Yao a montré que la progestérone synthétique administrée pendant la grossesse
peut induire des troubles autistiques chez les enfants exposés in utero par un mécanisme épigénétique et par hyperméthylation du promoteur du récepteur aux estrogènes. Au Danemark et au Royaume-Uni, l'équipe dirigée par le professeur Baron Cohen montre, après une étude physico-chimique du fluide amniotique dans une cohorte danoise, que l'excès prénatal en estrogène contribuait à l'autisme plus encore que l'excès de progestine chez les enfants exposés in utero. Donc, principe de précaution, éthénylestradiol, progestatif de synthèse sont les composants majeurs de très nombreuses spécialités de pilules contraceptives et de traitements hormonaux substitutifs post-ménopause. Ces hormones synthétiques restent donc fixées au niveau des lipides chez la mère ou chez la jeune femme et seront relâchées dans l'organisme maternel, puis le fœtus, via le placenta lors d'une grossesse ultérieure. L'éthénylestradiol n'a été considéré comme dangereux et interdit aux femmes enceintes qu'à partir de 1980. Et aucune étude n'existe sur la démonstration de la dangerosité des progestines. Nous aurons le premier article concernant la santé des enfants exposés. Leurs effets sont comparables à ceux du distilbène pour les enfants exposés lors de grossesse ou si le temps de latence d'au moins 2 ans n'a pas été respecté. En raison de la toxicité démontrée chez l'animal et chez l'homme, il faut privilégier les pilules contraceptives à base d'hormones naturelles. Il y en a très peu et elles ne sont pas remboursées. Ou arrêter la prise de pilules longtemps avant la prévision d'une grossesse, plus de 2 ans, ou privilégier le stérilet au cuivre. L'effet transgénérationnel du distilbène et de l'éthénylestradiol démontré chez l'animal jusqu'à 8 générations de cancers transmis chez la souris et chez l'homme constitue une véritable bombe à retardement. Notre cohorte, celle d'Orage, constitue un exemple grandeur nature des dégâts provoqués par les hormones de synthèse, perturbateurs endocriniens, sur les enfants imprégnés in utero et qui présentent des troubles du comportement, accompagnés ou non de troubles somatiques divers. En 2004, déjà, la grande scientifique Théo Colborn disait « Le fœtus ne veut être protégé des perturbateurs endocriniens, quels qu'ils soient, qu'à la dose 0. » Merci de votre attention. Ça va être difficile de vous concurrencer, madame. Que disent les laboratoires sur cette fabrication de médicaments qui présentent autant de dangers?
Parce que ça, c'est important quand même. Je pense qu'il n'y a pas eu de moratoire. Le distilmène ne coûtait pas du tout cher à fabriquer. Et il n'a pas du tout été soumis à quelconque contrôle. Il a donc été fabriqué par des centaines de laboratoires dans le monde. Il n'y a eu aucun moratoire. Par contre, ce qui est plus grave, c'est que les produits qui sont utilisés dans la pilule, les produits dits contraceptifs, sont extrêmement dangereux parce qu'ils se fixent sur les lipides et qui sont relargués ensuite au cours d'une grossesse. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Et donc, il vaut mieux privilégier quelque chose de mécanique, tel qu'un stérile de cuivre. Surtout pas lié, parce que c'est effrayant. Quand on lit la liste des laboratoires qui fabriquent ces produits, ces pilules, c'est effroyable. C'est pas encore une question. J'ai une petite question. Donc, tu as parlé de cette cohorte française. Tu n'as pas d'autres cohortes étudiées par ailleurs aux États-Unis Alors, il y a une autre cohorte française, c'est celle qui existait avant la nôtre, mais qui n'a travaillé que sur les malformations génitales. C'est la cohorte qui nous avait rejeté, c'est l'association qui nous a rejeté au départ en disant à son monsieur Alexandre, sortez monsieur, tout ce que vous nous racontez, c'est idiot, c'est impossible. Donc, on n'a jamais beaucoup de contact entre les deux associations. La première association essaie maintenant de faire de la récupération, parce que bien évidemment, ils ne peuvent pas nier les résultats, surtout les résultats de la biologie moléculaire. Merci. Qu'en est-il des perturbateurs endocriniens dans la vie quotidienne? On a vu des chaussures, des vêtements, des aliments. Est-ce qu'on a fait des études et est-ce qu'on peut nous informer là-dessus? Oui, il y a des associations, des écrits qui peuvent vous informer. Il faut aller vers les produits les plus naturels possibles, si possible. Le moins issu de la chimie possible. On Les études découvre environnementales, il y en a. tous les Je ne suis pas spécialiste, mais Madame Barbara de Menec s'en est étude, justement. Oui. D'autres questions? J'ai une question. J'ai une autre question. Merci pour cet exposé qui nous a appris beaucoup de choses. Quelle est la position de l'ARSAT par rapport à vos études? Est-ce qu'il y a eu une réaction? Oui, on a des contacts. On a été reçus plusieurs fois par l'Agence du médicament, bien sûr. J'ai fait différents exposés. Ils attendent de voir les publications, en fait. Mais ils n'aident pas. En plus, nous avons une politique qui ne veut demander aucune subvention. La seule subvention importante qui a été obtenue au début, c'est l'équipe Krebs qui l'a eu intégralement. On n'a même pas pu s'acheter une photocopieuse. C'est eux qui ont capté tout le financement. Et évidemment, il fallait payer des techniciens, etc. Et au bout de 5 ans, il n'y avait plus d'argent. Donc, Marie-Odile Krebs a proposé d'élargir cette étude dans un beaucoup plus vaste. Et elle a obtenu 2 millions d'euros pour terminer ce travail. Entre autres, nous avons été une des
partie de ce travail. Donc on parle là de l'imprégnation in utero, du distilbène, etc. Mais qu'en est-il de la recrudescence? Il semble qu'il y ait une recrudescence d'autisme, de troubles psychiatriques dans la jeune population. Et par exemple, les femmes qui ont accouché dans les années 60, on va dire à partir de la pilule est arrivée en 67, donc des femmes ont pris la pilule. Il n'y avait aucune précaution qui était prise au niveau des grossesses. Donc on prenait la pilule, je dis parce que j'en fais partie, on prenait la pilule et on arrêtait la pilule, on était enceinte par exemple. On décidait d'être enceinte, on arrêtait la pilule, le mois après on pouvait être enceinte. Voilà. Donc est-ce que chez cette population de jeunes quarantenaires, on va dire, est-ce qu'il y a une possibilité d'augmentation de troubles autistiques ou de bipolarité, par exemple, par rapport à la génération précédente voilà. À vrai dire, aucune statistique n'a été dressée. Parce que, comme on nous l'a dit, surtout, ne touchez pas à la pilule contraceptive. C'est un phénomène de société. Alors, je suis bien obligée de dire que les produits qui sont contenus dans la pilule contraceptive ont été interdits pour les femmes enceintes. Et que maintenant, la progestérone, dont on a fait ce travail, et on a pu montrer, grâce aux Chinois aussi, qu'il y avait des cas extrêmement graves d'autisme et autres. Donc, moi je pense que c'est très très mal parti, et qu'en plus, comme ça se reproduit, ça peut se manifester au bout de 2-3 générations. Donc je crois qu'il faut limiter au maximum toute chimie de ce type. Ou au moins arrêter avant d'être enceinte, au moins 2 ans. Ce qui est extrêmement difficile. D'où la recrudescence d'autisme, etc. Parce que dans notre cohorte, par exemple, nous avons des mères distilbènes. Bon, elles ont eu du mal, elles ont eu une fille qui elle-même a du mal à procréer. Alors qu'est-ce qu'on fait, les médecins? Ils donnent de la progestérone pour aider la fille à de nouveau à être enceinte. Donc, plus, et les FIV, alors n'en parlons pas, c'est épouvantable, parce qu'il y a une accumulation d'hormones de synthèse, et ce qui est grave, c'est que l'effet des hormones de synthèse est différent de celui, on a l'impression qu'il l'ignore, complètement différent de celui des hormones naturelles. Or, des hormones naturelles, on pourrait en donner, mais ça coûterait beaucoup plus cher à isoler, à raffiner, etc. Tandis ces hormones de synthèse, on en fabrique des tonnes et des tonnes, puisque maintenant, donc, en Chine, ils en donnent aux poissons et à différents animaux pour qu'ils ne pondent pas, pour qu'ils pèsent plus lourd. Alors tout le monde mange de la nourriture contaminée. Juste une autre question. Je ne suis pas du tout spécialiste des méthylations d'ADN, mais je me disais qu'en fait, le nombre enfin, j'ai trouvé un promoteur de gènes et un gène hyperméthylé. C'est étonnant qu'il n'y en ait pas plus. Enfin, mais on est qu'au début, hein. Oui. Je suis un petit peu de l'avis d'Anne-Marie. Je pense qu'on est tout à fait au début des découvertes. Et je ne sais pas comment ont été faites les études de méthylation. Maintenant, il y a des technologies qui permettent d'aller très vite là-dessus. Et je suis persuadé qu'on trouvera encore plus de gènes méthylés. Bien sûr. Là, on est au balbutiement. Absolument. Bon. Et encore faut-il trouver les personnes malades, psychiques, qui veulent bien.
C'était notre problème, puisqu'on en a plus de la moitié qui ne sont pas venus. Il y avait les familles, mais les malades n'étaient pas là. Et ça, c'est le grand problème aussi. Merci Marie-Odile. Merci.